Chapitre 10. Une rentrée mémorable. Les premières heures que Narcissa passa à Poudlard se passèrent tout à fait normalement. Dans le Poudlard Express, elle ne vit pas le temps passer, émerveillée par l'effervescence qui y régnait, par les banquettes moelleuses et confortables, et par la vendeuse de bonbons attentionnée qui leur offrit quelques friandises. Daisy Goyle et elle s'installèrent ensemble dans un compartiment et rattrapèrent le temps perdu en se racontant les 2 années qu'elles avaient vécues séparément. Narcissa fut surprise, et malgré elle, quelque peu soulagée, d'entendre qu'après leur départ, Daisy s'était beaucoup ennuyée sur la colline d'Émeraude. Elle restait parfois avec Carla, mais sa compagnie était nettement moins agréable que celle de Narcissa. Elle passait donc le plus clair de son temps avec ses parents, à s'occuper des animaux magiques qui peuplaient leur jardin, et même si cette activité n'était pas désagréable, Narcissa lui avait tout de même beaucoup manqué. Les deux amies se remémorèrent en riant les aventures qu'elles avaient vécues ensemble dans le fabuleux jardin des Goyle. La fois où Daisy était tombée dans un des 3 étangs en voulant nourrir les ronflacs, celle où une licorne avait confondu les cheveux de Narcissa avec de la paille comestible. Puis, Narcissa raconta à Daisy la méchanceté de la tante Walburga, fit l'éloge de son cousin Sirius, imita Arancius avec sa voix bizarre, et plus elle parlait de ce qu'elle avait vécu au 12 Square Grimore, plus elle se sentait soulagée d'avoir abandonné cette horrible maison. À leur arrivée, Androméda les guida jusqu'à Og, le garde-chasse, qui les emmena avec les autres premières années au bord du lac. Là, vêtus de leurs robes de sorcières flambant neuves, Narcissa et Daisy montèrent dans une petite barque avec 2 autres élèves à qui elles n'accordèrent pas un regard, tout à leur joie de se retrouver. Lorsque la barque quitta le rivage, Narcissa et Daisy se serrèrent l'une contre l'autre en poussant des gloussements d'excitation, et lorsque le château de Poudlard se découpa dans le ciel nocturne, dressé au-dessus de la colline, Narcissa se sentit libérée d'un énorme poids, enveloppée par une euphorie inexprimable. Le château était exactement comme elle l'avait imaginé lorsque sa sœur Androméda le lui avait décrit. Superbe, chaleureux, accueillant. Dans ce château aux innombrables fenêtres, aucun malheur ne pourrait lui arriver. Narcissa en était persuadée. La cérémonie de répartition se déroula également sans encombre. Le Choixpeau avait à peine effleuré ses cheveux blonds que le nom de Serpentard résonna dans toute la grande salle. Narcissa alla donc joyeusement s'asseoir à la table de sa nouvelle maison, accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Elle s'installa à côté d'Androméda, et Daisy les rejoignit quelques minutes plus tard. Le banquet fut somptueux, et le baron Sanglant, le fantôme attitré des Serpentards, vint la féliciter en personne, ravi de compter une blague de plus dans sa maison. La seule chose qui contraria Narcissa fut la présence de Carla Avery en face d'elle, ainsi que celle d'une de ses anciennes connaissances, Juliette Selvin. Une jolie petite fille blonde qui habitait une maison en forme de harpe sur la colline d'Émeraude, mais qui, à l'époque, ne voulait jamais jouer avec Daisy et Narcissa car elle trouvait leur jeu trop enfantin, les animaux trop répugnants et préférait prendre le thé avec les adultes. Carla et Juliette avaient l'air de s'entendre à merveille et faisaient de nombreuses réflexions dégoûtées à propos de la nourriture que Narcissa essayait d'ignorer tant bien que mal. En regardant autour d'elle, Narcissa réalisa avec soulagement qu'elle reconnaissait la majorité des élèves présents à la table des Serpentards. La petite bande de Bellatrix en occupait une bonne partie. Elle reconnut Corban-Yaxley, un grand blond au sourire mauvais, dont les traits grossiers semblaient taillés dans un bloc de pierre. Rabastan et Rodolphus Lestrange, 2 frères trapus aux cheveux noirs comme du charbon. Amicus Caro, un garçon massif au regard oblique, et sa sœur, Alecto Caro, qui lui ressemblait de façon terrifiante, avec des cheveux filasses qui lui tombaient devant les yeux. Thorfinn Raoul, un autre blond à la gigantesque carrure, et encore d'autres élèves, à l'allure tout aussi peu recommandable. Ensemble, ils faisaient plus de bruit que le reste de la salle, et Bellatrix n'y était pas pour rien. Elle parlait bien plus fort que d'habitude et riait de façon exagérée. Plus près d'elle, Narcissa reconnut Edgar Goyle, le grand frère de Daisy, qui s'empiffrait de tartes à la mélasse. En face de lui siégeaient les 2 jumeaux crabes, Hector et Rascus, encore plus imposants et patibulaires que dans son souvenir.
Tous deux encadraient un garçon pâle au menton pointu et aux yeux gris clairs, dont les cheveux étaient d'un blond presque translucide. Narcissa s'attarda un peu sur lui. C'était un des seuls qu'elle ne connaissait pas. Il lui parut bien plus distingué que ses voisins, et malgré son jeune âge, il dégageait une assurance étonnante. En effet, alors que l'écrasante majorité des élèves assis à la table des Serpentards huaient et sifflaient tous ceux qui étaient répartis dans les autres maisons, et plus particulièrement à Gryffondor, le garçon blond se contentait de les suivre du regard avec le plus grand mépris, sans bouger le petit doigt. L'autre chose qui intriguait Narcissa était l'attitude des jumeaux crabes à son égard. Tous les deux lui obéissaient sagement, remplissaient son verre et le servaient maladroitement en nourriture, ce qui ne concordait pas vraiment avec leurs habitudes de brute épaisse. Qui est-ce demanda-t-elle à Androméda en désignant le garçon aussi discrètement que possible. Il s'appelle Lucius Malfoy, répondit Androméda à voix basse. Il est en 2e année et il est très intelligent, la coupa Carla Avery. Apparemment, c'est grâce à lui que Serpentard a gagné la Coupe des 4 maisons l'an dernier. Il paraît qu'il a raflé un nombre de points considérable. Oui, je crois que tous les professeurs l'adorent, renchérit Juliette en entortillant une mèche de ses cheveux blonds autour de son doigt. Mes parents disent que c'est un bon parti. À part ça, il prend tout le monde de haut, répliqua Androméda, un peu pincée. Et il n'est pas très sympathique. Moi, je le trouve plutôt mignon, roucoula Daisy en parlant légèrement trop fort. Il paraît aussi qu'il est très riche. Qui te l'a dit demanda Narcissa un peu trop vivement. Mes parents. D'après eux, son père, Abraxas Malfoy, est sans aucun doute l'homme le plus puissant du monde sorcier. Même Nobby Leach, le ministre, en aurait peur. Lucius Malfoy, qui observait l'ensemble des élèves avec flegme, posa son regard sur elle, et les 5 filles piquèrent du nez dans leur assiette. Si, il t'a regardé, pouffa Daisy. N'importe quoi, bougonna Juliette Selwyn en face d'elle. Narcissa sentit que ses joues prenaient une couleur cerise et fut prise d'une passion soudaine pour le gâteau de riz qui se trouvait devant elle. Les choses commencèrent à aller de travers alors que Dumbledore s'apprêtait à faire son discours de bienvenue. Un petit homme vêtu de noir, aux jambes anormalement courtes, fit irruption dans la salle par la porte latérale et trottina jusqu'à Dumbledore. Il lui parla longuement à l'oreille et le visage de Dumbledore s'assombrit au fur et à mesure de leur échange. « Nous ferons ce qui est nécessaire », assura Dumbledore lorsque l'homme eut terminé. Dumbledore murmura quelques mots à sa voisine, Minerva McGonagall, dont les traits joyeux se transformèrent brutalement. Avec une mine soucieuse et consternée, elle posa son regard sur l'extrémité de la table de Serpentard, où Bellatrix et ses amis s'amusaient à lancer des bouts de nourriture sur les premières années des autres maisons. Narcissa, inquiète, vit le professeur McGonagall se lever et marcher droit vers leur table. Elle passa à côté de Narcissa, Daisy et Androméda sans leur accorder le moindre regard et s'arrêta au niveau de Bellatrix et de sa petite bande. « Miss Bellatrix Black, veuillez me suivre », dit le professeur McGonagall d'une voix glaciale. Dans la grande salle, le silence s'installa progressivement. « Pourquoi ?» rétorqua Bellatrix. « À moins que vous ne souhaitiez que je vous fasse l'annonce devant tout le monde. »« Quelle annonce ?» demanda Bellatrix avec un air de défi. « Ouais, quelle annonce ?» renchérit Corban Liaxley à côté d'elle. « Bellatrix, reste avec nous !» déclara Rodolphus Lestrange en mettant sa main sur l'épaule de celle-ci. « Si vous avez quelque chose à lui dire, dites-le maintenant. » McGonagall fixa, un par un, les comparses de Bellatrix qui se massaient autour d'elle en signe de soutien. « Je vois que votre impertinence ne s'est pas améliorée avec la saison estivale, jeunes gens. Il en coûtera 5 points à Serpentard pour chacun de vous. Et surveillez vos manières si vous voulez finir l'année entre ces murs. Me suis-je bien fait comprendre ?» Sans attendre de réponse, elle reporta son attention sur Bellatrix. « Quant à vous, Miss Black, je vous informe que vous avez été aperçue par un aurore, le 10 août dernier, seul, dans l'allée des embrumes. Après une enquête du ministère, il semblerait que vous ayez vendu un objet d'une rare dangerosité à une certaine boutique, déjà connue pour ses activités illicites. Nous allons donc procéder à une fouille complète de vos bagages, et je vais vous demander de me remettre votre baguette, afin que nous puissions l'étudier et y rechercher des traces de magie noire. »
Narcissa et Andromeda échangèrent un regard catastrophé. Bellatrix avait passé l'été à essayer des sortilèges de magie noire dans leur chambre, se croyant abritée de la surveillance du ministère par les sortilèges de protection installés par Orion. Et pour arranger le tout, sa valise contenait 2 amulettes ensorcelées qu'elle avait piquées à leur oncle pour frimer auprès de ses amis. Elle ne comptait pas s'en servir, mais Dumbledore ne ferait certainement aucune différence. McGonagall tendit la main afin de récupérer la baguette de Bellatrix. « Combien de temps ?» articula Bellatrix, qui avait le plus grand mal à se séparer de sa baguette. « Le temps qu'il faudra !» déclara McGonagall en lui arrachant des mains. « Bien entendu, il est évident que le temps de cette enquête, vous ne pourrez pas continuer à assurer le poste de préfète. » McGonagall pointa sa baguette sur la poitrine de Bellatrix. Le superbe insigne brillant en forme d'épée se détacha de son uniforme de Poudlard et atterrit docilement dans la main du professeur McGonagall. « Vous pourrez assister au cours, mais votre baguette ne vous sera rendue que lorsque l'analyse sera terminée. Et estimez-vous heureuse que le ministère n'engage pas de poursuite à votre encontre. Il semblerait d'ailleurs que votre père y soit pour quelque chose. » Un concert de protestations accueillit toutes ces nouvelles. Sans s'en soucier, McGonagall tourna les talons et s'éloigna. « Vieille chouette !» marmonna Corbani Axley. McGonagall se retourna pour lui lancer un regard cuisant. « Yaxley, vous viendrez en retenue demain matin dans mon bureau. 8 heures. Je trouverai bien une corvée pour vous. À demain donc. » À la fin du banquet, les autres préfets de Serpentard eurent le plus grand mal à acheminer les élèves de leur maison vers les dortoirs, car la bande de Bellatrix n'en faisait qu'à sa tête et les autres élèves n'étaient absolument pas d'humeur à aller se coucher. Au bout d'un moment, les préfets décidèrent d'accompagner rapidement les plus jeunes qui sommeillaient dans leur coin pour revenir ensuite chercher les autres élèves de leur maison, moins disciplinés. Dès que les préfets furent partis, Bellatrix se leva, pâle comme un linge, et sortit de la grande salle à grands pas. « Bellatrix, où vas-tu ?»« Reste avec nous, Bella !» la suppliaient ses amis. Tous la suivirent, et ses 2 sœurs les imitèrent un peu inquiètes. Bellatrix errait dans les couloirs, sans but, pâle comme un linge. Elle tremblait de tous ses membres. Ses amis et ses sœurs la talonnaient et tentaient de la rassurer de diverses manières. « On ne va pas les laisser faire, t'en fais pas !» lui assura Rodolphus Lestrange. « Papa saura sûrement faire quelque chose, » renchérit Andromeda. « Je suis sûre que tout va s'arranger. » Un bruit de conversation attira l'attention de Narcissa. Au bout du couloir, une fille et un garçon, probablement en 6e ou 7e année, discutaient joyeusement. « Ce petit Macmillan me rendra fou !» riait le garçon, un grand dadais à lunettes aux cheveux roux flamboyants. Son amie, bien plus petite que lui, mais avec des cheveux de la même couleur, carotte, acquiesça avec entrain. « Tous les ans, il se perd dans les couloirs. »« Heureusement qu'on l'a retrouvé avant qu'il ne se fasse attraper par Picotte. »« C'est toi qui l'as retrouvé, Arthur !» roucoula la fille. Narcissa tira la manche d'Andromeda. « Qui est-ce » Andromeda se retourna et fronça les sourcils. « Ce sont des amis de Bellatrix ?»« Oh non, certainement pas, » dit Andromeda. « Ce sont 2 préfets de Gryffondor, Molly Prewett et Arthur Weasley. » Narcissa continua de les observer, intriguée, et constata que tous les 2 avaient l'air parfaitement heureux d'être ensemble, et formaient un couple très harmonieux. Elle songea, avec un léger malaise, que ses parents ne s'étaient jamais parlé avec une telle chaleur et n'avaient jamais manifesté une telle attirance mutuelle. « Heureusement que tu étais là, » dit Arthur Weasley à Molly Prewett. « Je ne me souviens jamais si le mot de passe est canari boiteux ou patate sauteuse. Les moldus doivent avoir des astuces pour se souvenir de ces choses-là. Je vais me renseigner. » Lorsqu'ils s'approchèrent de Narcissa, la dénommée Molly la salua gentiment, et Narcissa réalisa que le petit groupe qui suivait Bellatrix s'était un peu éloigné et qu'elle se trouvait seule au milieu du couloir. « Eh bien, tu t'es perdue ? Je m'appelle Molly. Dans quelle maison es-tu » Sans répondre, Narcissa se tourna vers le petit groupe de Serpentards qui était à quelques dizaines de mètres. « Tu ne devrais pas suivre ces gens-là, ils ne sont pas... »« Éloigne-toi de ma sœur, la rouquine !» Molly sursauta et s'écarta de Narcissa. Un peu plus loin, Bellatrix était sortie de sa torpeur et venait de rugir sur Molly Prewett, écartant ses amis pour fondre sur elle à grands pas. « Viens, Molly, partons !» dit Arthur Weasley, soudain inquiet. Et soudain, tout s'accéléra. Bellatrix prit la baguette de son voisin, Thorfinn Raoul, et la pointa sur Molly Prewett, qui leva les mains en signe d'apaisement. « Du calme !» dit celle-ci.
tandis qu'Arthur Weasley s'interposait. « Je ne voulais pas. »« Tais-toi !» Bella, on s'en va !» supplia Narcissa en essayant de lui prendre la main. Bellatrix était dans un état de grande détresse. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à toute vitesse, et ses yeux exorbités allaient d'Arthur Weasley à Molly Prewett, comme si elle réfléchissait lequel des deux elle allait tuer en premier. « Bella !»« Corpus Fatalia !» hurla Bellatrix en direction de Molly Prewett. Une boule noire jaillit à l'extrémité de sa baguette et atteignit Molly Prewett en pleine poitrine. Il y eut un long moment de flottement, pendant lequel tout le monde eut les yeux rivés sur Molly. À l'endroit où le sortilège l'avait touchée, une tache noire venait de naître et s'élargissait sur sa peau à une vitesse invraisemblable. Molly Prewett s'effondra sur le sol et Arthur Weasley se mit à crier. « Molly, Molly, au secours !» Plusieurs professeurs accoururent en même temps. Le professeur McGonagall se pencha sur Molly Prewett et prononça plusieurs formules qui stoppèrent la progression de la tache obscure. « Il faut l'emmener à Sainte-Mangouste de toute urgence, dit-elle d'une voix sourde. Arthur Weasley semblait sur le point de défaillir et McGonagall l'autorisa à les accompagner à Sainte-Mangouste. Dumbledore décida de s'entretenir immédiatement avec Bellatrix et au vu des frémissements de colère qui parcouraient sa barbe argentée, ça n'était certainement pas une bonne nouvelle. Le reste des professeurs encercla le petit groupe de Serpentards et les somma de regagner immédiatement leur dortoir. Les élèves, encore sous le choc, regardèrent Bellatrix s'éloigner avec un mélange de crainte et d'admiration. « Elle a appris ça où ?» demanda Rodolphus Lestrange à Andromeda, visiblement envieux. « Balèze, dis donc !» renchérit Rastaban Lestrange, son petit frère. « Elle l'a bien calmée, la rouquine. »« Tais-toi, Yaxley, on va t'entendre !» Ils regagnèrent leur salle commune, escortés par le professeur Slughorn, qui conseilla vivement aux jeunes Serpentards de rester dans leur dortoir, contrairement à leurs habitudes. Ils franchirent donc une porte de pierre découpée dans un mur nu et humide, et pénétrèrent dans une longue pièce souterraine aux murs et au plafond de pierre brute. Des lampes rondes et verdâtres étaient suspendues à des chaînes et un feu brûlait dans une cheminée au manteau gravé de figures compliquées. Narcissa et Andromeda se séparèrent du reste du groupe pour rejoindre le dortoir des filles. Elles montèrent un petit escalier en colimaçon étroit et glissant et entrèrent dans une grande pièce confortable, remplie de lits à baldaquin tendus de velours vert émeraude. Sur l'un d'eux, Carla Avery et Juliette Selvin étaient lancés dans une grande discussion dans laquelle il était question de Lucius Malfoy et du fait qu'il avait presque souri à Juliette Selvin au moment où elle faisait semblant de tomber dans les escaliers pour attirer son attention. À côté d'elle, Daisy essayait de participer à la conversation, mais Carla et Juliette ne lui laissaient jamais le temps de dire quelque chose. « Si !» s'exclama joyeusement Daisy en les voyant arriver, ravie de se soustraire aux discussions futiles de Carla et Juliette. Mais son sourire se figea dès qu'elle aperçut les mines défaites d'Andromeda et de Narcissa. « Oh, tout va bien les filles ? Où est Bellatrix ?» Au bord des larmes, Narcissa lui raconta ce qu'il venait de se passer. Daisy et Andromeda aidèrent Narcissa à ranger ses affaires et elles s'installèrent autour d'elle sur son lit en déployant des efforts considérables pour la rassurer. Elles veillèrent jusque tard dans la nuit pour attendre Bellatrix qui rentra dans le dortoir vers 2 heures du matin. Elle ressemblait à un fantôme complètement abattu. « Cette fois c'est fichu, » dit Bellatrix en s'asseyant mécaniquement entre ses deux sœurs. « Je suis renvoyée, c'est fini. » Le lendemain, Dumbledore réunit tous les élèves dans la grande salle afin de les informer de sa décision. Il commença par annoncer que Molly Prewett était tirée d'affaire, ce qui provoqua des soupirs de soulagement bien au-delà de la table des Gryffondor, puis il déclara avec gravité. « Poudlard est une école de tolérance et de savoir-vivre, dans laquelle tous les élèves doivent se sentir en sécurité. Hier, Bellatrix Black a gravement agressé une autre élève, mettant les jours de celle-ci en danger. Ce comportement n'a pas sa place entre ces murs. C'est donc le cœur lourd que j'ordonne son renvoi définitif de Poudlard, ainsi que la destruction de sa baguette. » Il était rare qu'une année à Poudlard commence de façon aussi sinistre. Même Arthur Weasley ne montrait aucune satisfaction à ce qu'il se passait. Ceux qui souhaitaient dire au revoir à Bellatrix la suivirent jusqu'à la sortie, où Dumbledore lui remit les 2 morceaux de sa baguette. Lorsque Bellatrix regarda les 2 morceaux de bois devenus inutiles, des larmes brillèrent au coin de ses yeux.
Narcissa se sentait écrasée par la culpabilité. C'était pour elle que Bellatrix s'était mise en danger en allant dans l'allée des embrumes. C'était à cause d'elle que Bellatrix avait agressé Molly Prévouette. C'était à cause d'elle que tout ça arrivait. La maison de Serpentard va te regretter, lui souffla Antonin Dolohov, l'un des préfets, un garçon au visage tordu et à la réputation douteuse. On te vengera un de ces quatre, c'est promis. Androméda et Narcissa l'embrassèrent avec effusion, les larmes aux yeux, en la priant de prendre soin d'elle. Mais rien de tout ça ne rendit le sourire à Bellatrix. Elle ne réagit ni aux embrassades, ni aux encouragements, ni aux recommandations, et se contenta de traîner sa valise vers la sortie, comme si elle marchait vers l'échafaud. Alors qu'elle regardait Bellatrix s'éloigner, Narcissa aperçut Dumbledore se mettre un peu en retrait pour empêcher quelqu'un de rentrer dans l'école. L'interlocuteur de Dumbledore était un homme que Narcissa n'avait jamais vu, qui devait avoir à peine 40 ans. Vêtu élégamment, assez séduisant, ils étaient loin, mais le silence total qui régnait permettait à Narcissa de distinguer quelques-unes des phrases qu'ils échangeaient. « Tom, tu vois bien que ce n'est pas le moment, » grondait Dumbledore. « Tu n'as absolument pas le droit de rentrer dans ce château. »« Professeur, je voulais simplement retourner sur les lieux de mon enfance, rencontrer quelques élèves. » L'inconnu parlait d'une voix doucereuse que Narcissa trouva assez désagréable. « Non, Tom, tu sais pertinemment que les personnes extérieures ne peuvent pas rentrer dans l'école, et surtout par un jour comme celui-ci. » Dumbledore était très calme, mais dégageait pourtant une autorité impressionnante. « Je ne vous pensais pas aussi ingrat, professeur. Après tout ce que j'ai fait pour cette école, je n'en ai pas pour très longtemps. Je serai de retour dans un instant. » « Combien de fois devrais-je te le répéter, Tom ? Si tu veux que nous discutions, je t'invite à m'adresser un courrier. Tu ne peux pas te présenter ici à l'improviste, et changer de visage n'y remédiera pas. Maintenant, va-t'en, s'il te plaît, je ne voudrais pas avoir à demander à Picotte de te raccompagner vers la sortie. » Narcissa fut distraite de leur querelle par Androméda qui la tirait par la manche. « Narcissa, regarde, le professeur Slughorn. Allons le voir, il pourra sûrement faire quelque chose pour Bellatrix. » Androméda, c'est trop tard. Mais déjà, elle s'élançait avec candeur au-devant du professeur, qui observait la scène avec accablement, assis sur un muret. « Professeur Slughorn !» Ce dernier leur accorda à peine un regard dévasté. « Oui, mademoiselle, vous êtes ?»« Androméda Black, mais... »« Ah oui, mais malheureusement vous n'êtes pas aussi douée que votre sœur. Ce serait trop beau. Comment vais-je retrouver une prodige pareille ?» Androméda fit mine de ne pas être vexée. « Non, justement, je... »« Quel malheur se renvoie. Les élèves comme votre sœur se font rares, vous savez. »« Justement, bondit Androméda, vous ne pouvez rien faire pour éviter ça ?»« Si seulement, » pesta Slughorn. « Ma pauvre petite, si vous saviez comme j'ai plaidé sa cause auprès des autres professeurs. Une petite entourloupe comme celle-là, ça arrive à tout le monde, non ? Bellatrix a toujours été fragile, ils auraient pu faire preuve de compréhension. Enfin, il semblerait que la parole de Minerva ait eu plus de poids que la mienne dans cette histoire. » Alors qu'Androméda s'apprêtait à insister, l'inconnu qui se disputait avec Dumbledore quelques instants plus tôt se présenta devant le professeur Slughorn et éclipsa les deux sœurs Black à sa vue. « Professeur Slughorn, il faut que vous m'aidiez, » déclara-t-il d'une voix rauque. « Tom, quelle bonne surprise! Tu es dans une forme éblouissante par rapport à la dernière fois. Alors, j'ai appris que tu ne travaillais plus chez Barjow et Burke. J'en suis ravi, c'était une idée saugrenue. Ah, te voir me console un peu en ce triste jour. »« Professeur !»« Mais qu'avez-vous aujourd'hui ? À venir quémander mon aide !» s'exclama Slughorn, soudain enjoué. « Je sais que je suis un professeur influent, mais tout de même. »« Je dois rentrer dans le château, » dit l'inconnu. Je dois vérifier quelque chose. » En effet, l'homme avait le teint pâle et semblait anxieux. « J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, Tom, » dit le professeur Slughorn, embarrassé. « Tu sais bien que Dumbledore... » Le dénommé Tom serra les dents, exaspéré. « J'aurais espéré un peu plus de volonté de votre part, professeur. »« Oh, allons, Tom, tu sais très bien que j'ai tout fait pour convaincre Armando à l'époque. Je sais à quel point les élèves de Poudlard auraient profité de ton enseignement. Malheureusement,
Dumbledore n'apprécie pas les fortes têtes. Regarde celle qui s'en va. C'est une de mes meilleures élèves. Quel gâchis. Tom regarda par-dessus son épaule et fixa Bellatrix qui traînait rageusement sa valise derrière elle. Tiens, mais je l'ai déjà rencontrée. Oui, c'est bien cela, il y a à peine quelques jours, dans l'allée des embrumes. Qu'a-t-elle fait? Elle s'est battue avec une autre élève, avec le sortilège Corpus Fatalia. Sa pauvre adversaire a failli y passer. Comme c'est malheureux. Tu en connais, toi, des élèves de 5e année qui maîtrisent des sortilèges d'une telle puissance? Oh, ma pauvre Bellatrix, elle aurait pu faire des choses fabuleuses. Mais je ne sais pas pour quel motif elles se sont disputées, mais elle a lancé le sortilège avec tellement de hargne que même le professeur McGonagall a eu du mal à y remédier, et la petite a dû être transportée à Sainte-Mangouste de toute urgence. Intéressant, commenta l'inconnu à voix basse. Comment s'appelle-t-elle? Bellatrix Black. Oh, vraiment, cela me désespère de la voir partir. Si vive, si brillante. J'étais le seul à avoir vraiment conscience de son génie. Elle me ferait presque penser à toi. Elle t'aurait plu, tu sais, quand tu avais son âge. L'inconnu continuait de fixer Bellatrix, pensif, jusqu'à ce que Slughorn l'interrompe dans sa réflexion. Oh, tiens, puis quand t'arrives par ici, tu ferais mieux de déguerpir, Tom. Bon courage, mon garçon, les temps sont durs pour les sorciers talentueux. N'hésite pas à me tenir au courant de tes affaires, d'accord? Les deux hommes échangèrent une poignée de mains furtives et le dénommé Tom s'éloigna à grandes enjambées. Tout en se dirigeant vers la sortie, il gardait son regard fixé sur Bellatrix qui s'éloignait la tête basse. Narcissa et Andromeda avaient écouté toute leur conversation sans qu'ils ne leur accordent la moindre attention. « Qui est-ce, professeur » demanda timidement Andromeda, lorsque l'inconnu fut hors de portée de voix. « Le meilleur élève que j'ai jamais eu, » répondit rêveusement le professeur Slughorn. « Il s'appelle... Oh, il déteste ce nom, mais comment l'appeler autrement? Il s'appelle Tom Jedusor.